Ouais. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle masterclass La Réclame, comment réussir sa stratégie de contenu en 2023. Pour répondre à cette grande question, nous avons invité Wonderman Thompson. Bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas Wonderman et Thompson, mais l'agence Wonderman Thompson, représentée par Anthony Delorme, qui est Head of Business and Growth. Bonjour à tous, enchanté, Voilà. Content d'être avec vous aujourd'hui. Ainsi que Julien Foulatier, directeur de création exécutif, content et social. Et bonjour et très content d'être avec vous également. Bonjour à tous. Donc je vois que vous commencez à vous connecter. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. Je les relayerai. Alors, pourquoi ce sujet ? Eh bien, si vous êtes connecté aujourd'hui, je pense que vous connaissez un peu le contexte pour les marques sur en tout cas les dernières années, qui était avec le digital et le social media, une explosion des contenus, donc que ça vienne des marques, que ça vienne aussi des médias. Donc on peut parler de Big Bang, et c'est ce que vont décrire Anthony et Julien dans quelques instants. Donc voilà, on a beaucoup parlé d'infobésité, de saturation de prise de parole, de messages qui sont chaque jour un peu plus nombreux, plus personnalisés avec la data, plus pertinents, on l'espère, mieux produits aussi. Et du coup, c'est vrai que les marques peuvent se poser des questions, comment en fait, émerger dans ce contexte-là, sur comment déployer en tout cas leur message, leur stratégie, comment aller sur différents canaux, parce que évidemment on va dire le paysage se complexifie et il y a de nouvelles plateformes qui émergent tout le temps, voilà, et aussi parce qu'on est passé, on va dire, une stratégie très verticale, publicitaire qu'on a pu connaître sur les années, on va dire, pré-digital, ou à plus la conversation avec du contenu tout au long de l'année et s'insérer dans des parcours utilisateurs. Voilà. Donc, on va parler de pas mal de thèmes que je trouve très intéressants, comme les content factories, le contenu liquide, maison des messages. Évidemment, on va essayer de mesurer tout ça. Et c'est en tout cas ce que Julien et Anthony vont nous décrire, nous expliquer et partager, on va dire, des insights, des enseignements dans l'heure qui suit, même si on va essayer de durer plutôt 30-45 minutes et laisser un peu de temps pour le dialogue. Voilà, Anthony, je te laisse démarrer officiellement. Ouais, très bien. Ouais, je vais commencer par la page de pub, juste quelques informations sur Wonderman Thompson. L'inspiration qui nous guide, l'inspiration aux marques inspirantes pour créer de la croissance. On est une équipe de 130 personnes au niveau de la France. Wonderman Thompson, on fait partie d'un réseau beaucoup plus global de 25 000 personnes dans le monde. Un ensemble de métiers, on accompagne les marques finalement à toutes les étapes de ce qu'on appelle l'expérience client. On travaille à la fois sur les problématiques data, conseil, commerce, technologie, CRM, mais aussi de design et de publicité. Tout ça, évidemment, pour accompagner le client, l'audience, dans son expérience avec la marque. Alors, un certain nombre de groupes qui travaillent avec nous au quotidien, à la fois des groupes B2C, des groupes B2B. On va retrouver Microsoft, Campari, Ikea, pour ne pas les nommer, Saint-Gobain, Dassault Systèmes, Total Energy et tant d'autres qui animent le quotidien de l'ensemble des équipes ici à Paris. Alors, la question du jour, finalement, ce qu'on s'est promis en travaillant ensemble, c'était de se dire comment réussir votre stratégie de contenu en 2023 et finalement avec en tête cette question qui est de se dire comment est-ce qu'on peut faire du contenu créatif et performant dans le contexte qui est le nôtre. Alors, ce à quoi on assiste tous, c'est effectivement un Big Bang du contenu, j'ai envie de dire un Big Bang du contenu et des canaux aussi de diffusion, de distribution et de conversation entre les marques et leurs audiences. Et finalement, c'est des opportunités. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités de prise de parole pour les marques. Mais effectivement, cette prise de parole et toutes ces opportunités, c'est aussi une forme de complexité qu'on gère au quotidien dans la création de contenu. Alors, on a voulu faire un petit clin d'œil à Andreas Gursky avec cette photo qui finalement nous montre que des opportunités, c'est important, c'est chouette,
elles se multiplient évidemment, mais c'est autant aussi d'enjeux pour les marques pour pouvoir émerger et se distinguer. Parce qu'effectivement, les contenus sont produits par tous maintenant, hein, on est tous devenus un peu un créateur. Et dans ce contexte de multiplication des canaux et des personnes qui prennent la parole, effectivement, émerger, se distinguer, eh bien, ça devient un élément très important et ce sera finalement le fil rouge de ce dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, comme tu le disais, effectivement, on parle de contenu, on parle de social. Le social media, il a changé la façon dont on consomme les contenus et dont on interagit avec les marques. On peut dire qu'il y a eu un avant web social et un après web social. Et on se rend compte qu'on passe énormément de temps connecté, évidemment, tous les jours, mais qu'on passe d'autant plus de temps qu'on passe moins de temps parfois à consommer certaines typologies de contenu. On parle de 2 secondes, c'est le temps nécessaire pour consommer un post Instagram. On parle aussi d'une volonté de plus en plus des audiences, donc des consommateurs, de consommer, de vouloir consommer des contenus de marques qui soient authentiques. Donc tout ça, comme autant de challenges, et surtout pour nous dans un contexte où finalement le consommateur, il a repris la main vis-à-vis des marques. Pendant très longtemps, les marques avaient quelques canaux à gérer et elles diffusaient leur contenu. Et puis maintenant, finalement, avec l'émergence du digital, le consommateur, il est agile, il décide où il va. Finalement, il crée sa propre consumer de journée. Hein, et puis, il cherche des choses intéressantes à ce qu'on puisse lui raconter. Parce que sinon, il nous zappe, il part ailleurs, il va consommer des contenus d'autres marques ou d'autres individus différemment. Donc, fini peut-être la marque broadcast trop émetteur finalement, je parlais de conversation, et peut-être vive la marque conversationnelle avec des contenus intéressants. Alors finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir orchestrer les prises de parole des marques par rapport à ce nouveau paradigme? Pour nous, il y a une bataille à gagner, et une bataille qui est clé au quotidien à avoir en tête, c'est la bataille de l'attention. Gagner l'attention d'un consommateur, d'une audience, c'est très compliqué. Ça veut dire respecter un certain nombre de grammaires, ça veut dire avoir des contenus sur lesquels l'audience ou le consommateur va vouloir s'arrêter. Et dans cette multiplication finalement des canaux de communication, elle est d'autant plus difficile. Alors finalement, pour nous, ça veut dire quoi? Comment je vais gérer la multiplication des lieux de prise de parole? 2, comment est-ce que je vais multiplier des contenus? Comment est-ce que je vais réussir à produire des contenus face à cette multiplication des canaux de prise de parole? 3e élément, comment est-ce que je peux utiliser la donnée pour personnaliser finalement les contenus que je vais diffuser? Et enfin, dernier challenge qui pour nous est très important avec Julien et chez Wunderman Thompson, c'est comment développer des contenus plus intéressants qu'intéressés. On a toujours un biais dans marketing qui est de vouloir parler de soi, parler de ses produits, et on se rend compte que face à ce nouveau paradigme du consommateur, de l'audience qui décide de son parcours, eh bien, il va falloir être intéressant et finalement capter son attention. Alors évidemment, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on voit cette multiplication des canaux, cette multiplication des assets à produire, il faut tenir compte d'une chose qui est très très importante, c'est que le budget marketing et communication des marques n'a pas tendance à grandir proportionnellement au nombre de canaux et au nombre de contenus qu'il faut produire. Donc pour nous, la maîtrise du budget et surtout le pilotage de la performance des contenus doit faire partie du quotidien des marques et du quotidien des agences qui travaillent avec elles. Ça veut dire on peut adresser un certain nombre de contenus et de canaux qui vont grandir, mais derrière, ça veut aussi dire être en capacité de maîtriser son budget et de piloter la performance. Alors, pour nous, et pour discuter aujourd'hui, finalement, 4 manières et 4 enjeux pour adresser cette problématique. 1, un enjeu d'organisation. 2, un enjeu de stratégie. Et puis, évidemment, un enjeu de production et de performance. Alors, on parlait du Big Bang des contenus et pour nous, il y a une chose très importante, c'est que le Big Bang du contenu, il n'est pas compatible avec les silos de l'entreprise. J'ai une anecdote en tête, on était amené à faire un comité de pilotage avec une marque qui travaille avec nous. On avait rendez-vous avec
l'ensemble des équipes sociales. On est arrivé avec pas mal de contenus très intéressants et des bonnes lignes édito. Et puis, finalement, à l'issue de cette réunion, notre contact nous a dit ce ne serait pas idiot, ce serait intéressant que ma collègue qui travaille au CRM puisse faire partie aussi de cette réunion parce qu'on a évoqué plein de sujets de contenu auxquels elle fait face au quotidien. Et donc, la réunion suivante, finalement, on s'est retrouvé à faire une réunion commune avec les équipes CRM et sociales de notre client. Et à la fin de la réunion, en fait, on s'est dit que ça serait aussi intéressant, finalement, que les personnes qui sont en charge du site web se présentent. Bref, finalement, le Big Bang du contenu, il n'est certainement pas compatible avec les sites d'entreprise et il oblige finalement les marques à avoir un storytelling commun et à repositionner leur storytelling au centre de leur stratégie. Pour nous, on pense que la nouvelle Consumer Journey qui se dessine, qui est celle qu'on a en 2023, c'est avant tout une content journée. Finalement, les marques, elles ont créé des silos, alors que finalement, tout est question de storytelling, finalement. Souvent, les départements traitent chacun de leur sujet dans leur coin, alors que le consommateur, lui, ne pense pas département ou organisation de la marque, mais il pense la marque en tout entière lorsqu'il est connecté à elle, quel que soit finalement l'endroit où il la consomme. Et donc, nous, on pense que cette Consumer Journey doit devenir une content journée pour garantir une consistance de marque et des contenus sur l'ensemble des points de contact. Alors, pour être garant finalement de cette content journée, c'est bien d'avoir des personnes qui sont en charge finalement d'animer et de représenter cette content journée. De plus en plus de marques ont effectivement un head of brand, on le voit un peu partout, et on est convaincu que les marques, de la même manière qu'elles ont un head of brand, doivent aussi avoir un patron, un head of édition finalement, on va dire comme dans les mondes des marques médias, avoir un rédacteur en chef, qui soit la personne qui soit responsable de la ligne éditoriale et qui est en mesure de dire si les prises de parole qui doivent être conjuguées de la part des différents métiers rentrent ou non dans la stratégie de prise de parole, quel que soit finalement le canal de communication. Donc ça, c'est la première étape, se dire finalement comment on va pouvoir concilier les silos d'une entreprise, avoir quelqu'un qui est la voix de l'entreprise sur les différents canaux. Alors ça passe évidemment, cette organisation, par un comité éditorial pour organiser l'ensemble des prises de parole et ce comité éditorial étant finalement une suite d'instances de décisions communes entre les différents métiers. Alors, on peut utiliser évidemment un calendrier, des outils de suivi de production, mais avoir finalement une instance dans laquelle on va décider de manière commune entre les différents métiers et finalement être animé par ce patron de la marque et de la ligne éditoriale pour pouvoir arbitrer si un contenu ou non doit être publié ou envoyé sur nos canaux. Alors, ce comité éditorial, il repose aussi sur un certain nombre d'outils. On parle de la multiplication des assets marketing pour les marques, donc on parle d'âme, évidemment. Et il faut absolument mettre en place des outils parce qu'on a une prolifération des contenus. Il faut évidemment, quand on pense contenu, penser aussi content commerce. On a de plus en plus de marques qui sont distribuées sur un écosystème e-commerce et marketplace, donc il faut aussi des PIM. Et puis, il faut aussi des outils de pilotage au niveau éditorial. Ça peut parfois être un simple Excel, évidemment, mais il faut que l'on puisse à la fois héberger nos contenus, les quantifier et puis derrière, évidemment, piloter la prise de parole de manière rigoureuse. Donc, tout ça, tous ces outils qu'on met en place et qui sont pilotés à travers les comités éditoriaux et à travers le Head of Content, finalement, vont permettre de travailler le cycle de vie et la diffusion des contenus sur l'ensemble des canaux. Finalement, si on pouvait conclure finalement cette partie organisationnelle, c'est de se dire de la même manière que l'on développe, que l'on crée une plateforme de marque, eh bien, il faut créer une plateforme éditoriale, donc finalement avoir une méthodologie, un document et une organisation associée à la prise de parole et qui va permettre de garantir la ligne éditoriale de la marque sur l'ensemble des canaux
et derrière de pouvoir avoir une production de contenu sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, qui sera consistante finalement, et sur laquelle on va pouvoir retrouver à chaque endroit la voix de la marque, c'est-à-dire ses aspérités et ce qui fait sa différence. Donc, ce que j'entends, Anthony, c'est qu'il y a un rapprochement sur l'organisation, en tout cas chez les marques, vers une organisation de médias, quoi. Exactement. Je ne dis pas que les marques doivent toutes être des médias, hein, ce serait une bêtise de dire ça, mais que clairement, il faut que les marques ne travaillent pas dans leur coin leur production de contenu. Il faut que les marques ne travaillent pas dans leur coin, ou du moins les différents départements, leurs assets, puisque finalement, parfois, on peut arriver à des doublons. On peut parfois arriver à un manque de consistance, c'est-à-dire qu'on parle d'un sujet A, d'un sujet B, et on ne voit pas du tout le lien entre les deux. Donc, pour nous, dans un temps où les canaux se démultiplient, où la production de contenu se démultiplie aussi à budget, à périmètre restreint, c'est le moment finalement de s'organiser. Et cette organisation, elle passe par des comités éditoriaux, elle passe par un rédacteur en chef de la marque qui va pouvoir concilier les différentes prises de parole, les arbitrer et toujours finalement nous obliger à nous mettre dans les chaussures, à la place du consommateur ou de l'audience, qui est de se dire, quel que soit le canal sur lequel elle consomme des contenus de la marque, elle s'en fiche de savoir si ça a été créé par le département A, B ou C. Ce qu'elle veut, c'est de la consistance. Et ce que cherche l'audience et le consommateur, c'est une seule voix. Et donc, évidemment, ça implique derrière de se remettre en cause et de travailler cette organisation de la production d'assets et de la production éditoriale. Parce que maintenant, on va passer sur des stratégies avec des cas concrets, notamment Julien va nous présenter. Alors, je vais encore juste garder la parole avant de la passer à Julien. Quand on pense stratégie rapidement, finalement, on est déjà à l'ère de TikTok, du métaverse, on est à l'ère de Discord, on est à l'ère de Amazon Commerce, de Twitch. En fait, on est à l'ère déjà, dès 2022, dès 2023, de cette multiplication finalement des points de contact sur lesquels on doit prendre la parole. Et en termes de grammaire sociale ou de grammaire éditoriale, il n'y a pas forcément de lien entre envoyer des SMS ou un email et ce qu'on peut voir dans le métaverse pour pousser le bouchon. Mais dans tous les cas, ça reste quand même une marque qui parle à ses audiences et donc une audience qui va attendre de la consistance. Donc finalement, la marque doit être finalement agnostique finalement à la multiplication des points de contact. Et l'enjeu pour nous d'une bonne stratégie éditoriale et d'une bonne stratégie de contenu en 2023, c'est de pouvoir réagir facilement finalement à un nouveau canal avec une logique d'efficacité. Un nouveau canal apparaît, il y a une logique d'efficacité. Alors, petit clin d'œil. J'interromps juste, Anthony. Ouais. On a une question de Maël qui se demande si vous avez des outils, des exemples d'outils à utiliser pour la rédaction de plans éditoriaux. Voilà, on a des exemples. Nous, à date, la plupart des clients avec lesquels on travaille nos comités éditoriaux sur Excel. C'est un Excel souvent qui est hébergé, qui est partagé sur Google pour qu'il soit contributif. Et je pense que la règle, ce n'est pas tant l'outil, c'est la dimension contributive de l'outil. C'est-à-dire où à la fois les différents acteurs finalement du comité éditorial vont pouvoir interagir, comme une worklist, et où on va pouvoir intégrer l'ensemble des informations qu'on veut piloter. Ça va de quel sujet on parle, jusqu'à KPI qu'on va associer à un sujet, son format et jusqu'à sa performance derrière. Donc, outils, oui, on peut s'outiller. Il y a plein d'outils qui existent. Je dirais, nous, on travaille parfois sur un bon vieux Excel, mais par contre, un outil qui soit contributif, donc connecté. Merci, Anthony. Ouais. Dernier point qui nous semble important, je vais laisser la parole à Julien. On a toujours cet adage, dire le content is king, la distribution is queen ou inversement. Je ne sais pas si vous avez vu Game of Thrones, mais il y a un personnage qui dit finalement ce qui unit les gens, ce sont les histoires. Nous, on croit aux histoires et on croit à l'éditorial. Et je pense que la question, ce n'est pas de savoir si le content il est king ou la distribution est queen, mais la vraie question, c'est quelle histoire je raconte à mes audiences. Qu'est-ce que je leur dis qui va capter leur attention et qu'est-ce qui va faire que ce que je raconte me différencie et me permet d'émerger en étant intéressant. Et je pense que le vrai débat, il est là et c'est pourquoi dont on va parler maintenant avec Julien. Oui, justement, c'est une très bonne transition. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail et dans la pratique en fait, pour amener
en fait, en plus de cette théorie, un côté un peu plus voilà, concret, en répondant à cette question aussi de comment est-ce que je mets en place ma stratégie éditoriale. Donc, pour nous, en fait, la création de la stratégie éditoriale, elle va commencer par un petit changement de mindset qui va être très utile. C'est qu'il faut définir cette stratégie édito non pas par plateforme, comme on aurait tendance à le faire, mais avec une logique, comme le disait Anthony, de stories et de sujets. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est quelle est l'histoire que vous voulez raconter à vos audiences, ou quelles sont les histoires que vous voulez raconter à vos audiences. Pour vous aider à répondre à cette question, à identifier les histoires que vous voulez raconter, il y a deux outils, deux choses très pratiques, la data et le listening, qui vont vous permettre justement d'aller identifier des sujets et aussi de valider en interne leur pertinence. La deuxième étape pour la création de cette stratégie éditoriale, c'est ce qu'on appelle la maison des messages. Et la maison des messages, elle porte bien son nom, vous allez voir pourquoi. C'est en fait le cœur de votre stratégie éditoriale. Et dans cette maison, en fait, on va héberger tous les éléments essentiels de votre stratégie édito. Et je vais passer un petit peu de temps à détailler ces différents éléments. Au sommet, vous avez ce que Anthony appelé tout à l'heure la plateforme éditoriale. C'est une sorte de ligne édito. Elle est souvent déclinée de votre propre plateforme de marque. Et il ne s'agit ni d'une signature, ni de votre raison d'être. Il ne faut pas tout confondre. C'est vraiment cette histoire que vous voulez raconter en une phrase. Et elle est hyper utile pour vos audiences. En dessous, dis-moi. Hop là. Dis-moi. Vous nous entendez bien? Hop. OK. En dessous donc, de cette plateforme éditoriale, on va trouver les piliers éditoriaux qu'on appelle aussi arches narratives, qui sont en fait des soutiens de votre plateforme éditoriale. En général, 3 ou 4 thèmes, des questions clés. On pourrait dire un petit peu, c'est les obsessions de votre marque, c'est de quoi elle veut absolument parler pour émerger et faire autorité. Et ces piliers sont eux-mêmes construits avec des thématiques, des sujets. Et c'est grâce à ce travail d'identification de vos thématiques et de vos sujets que vous allez pouvoir créer des rendez-vous éditoriaux chauds et froids qui vont être tous vos contacts avec toutes vos audiences. C'est un petit peu à l'image aujourd'hui de ce que nous faisons à l'agence pour une marque comme Aperol Spritz, où nous avons développé tout un tas de contenus, CRM, sociaux, sites. Mais quand on parle de contenu aujourd'hui et quand on parle de ces fameux rendez-vous éditoriaux, on pourrait aussi parler de contenu pour de e-commerce, de l'article, etc., etc. Évidemment, je reviens sur ma maison des messages, mes piliers éditoriaux et tout ce qui les constitue, on va y associer logiquement des objectifs marketing. Exemple, ce rendez-vous éditorial a pour objectif de faire de la conversion, celui-là a pour objectif de faire de l'awareness, et on va évidemment mesurer leurs performances et les suivre pour voir lesquels sont viables, lesquels on va décider de garder dans le temps, puis ceux qu'on va supprimer et challenger. Et tout cela, ça nécessite également un travail de tone of voice et de charte graphique. En général, on a des marques qui ont des chartes déjà leur propre tone of voice, leur propre manière de parler, leur propre manière de s'exprimer en termes de design et de graphique. Il est souvent intéressant de faire des appendix, c'est-à-dire des espèces de slides en plus, en tout cas des chartes en plus qui vont un petit peu préciser les choses pour qu'on soit encore un peu plus spécifique pour ces différents rendez-vous. Et une fois que vous avez fait ce travail d'identification de votre plateforme, des piliers, des objectifs, etc., vous avez une stratégie éditoriale qui est suffisamment solide. Et comme le disait Anthony tout à l'heure, si vous souhaitez aller sur un nouveau réseau, en fait, il vous suffit de vous appuyer sur cette maison des messages, de repartir de cette base et de simplement de vous adapter au nouveau format et aux grammaires du réseau que vous voulez conquérir à nouveau. On va maintenant parler de production. Alors, l'objectif, ça va être dans cette section de répondre à une question que vous vous posez, et un challenge en fait auquel on doit faire face, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de 10 à 100 à 1000 contenus. Pour nous, la réponse, en fait, elle tient sur deux concepts dont Swan parlait tout à l'heure, les content factory et les contenus liquides. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, si vous ne les connaissez pas. La content factory, c'est vraiment un service de production de contenu par lot. Il ne s'agit pas simplement d'un shooting ou d'un tournage pour créer une vidéo. Il s'agit vraiment de quelque chose de pensé avec un avant, un pendant et un après qui sont tous aussi importants. Toutes ces étapes sont aussi importantes
Et quel est le but de ces Content Factory? C'est tout simplement, dans un minimum de temps et en rationalisant les coûts et les efforts, d'alimenter de manière très significative le patrimoine de votre marque en une fois ou en 2 fois seulement dans l'année, plutôt que de toujours répéter, de toujours tout réinventer, avec comme objectif aussi de créer tout un tas d'assets qui sont hyper cohérents, parce que comme le disait Anthony tout à l'heure, il y a aussi avec cette multiplication et ce Big Bang des écosystèmes un vrai besoin, un, d'identifier l'histoire qu'on raconte, mais deux, aussi de le faire de manière très cohérente. Tout ça, ça repose sur 3 mots-clés. L'anticipation, on va faire un travail de préparation, entre guillemets, du shooting ou du tournage beaucoup plus poussé, en listant tous les besoins, évidemment par audience, mais également par touchpoints, qui va définir des formats particuliers, des combinaisons, entre guillemets, entre ce qu'on va produire. Et l'idée est évidemment de ne rien oublier le jour J. Ensuite, la mutualisation. Donc, comme je le disais, on va concentrer tous nos efforts sur un temps plus court pour produire tous ces assets. Et mutualiser, ça peut aussi vouloir dire qu'une Content Factory peut se greffer à le tournage de votre TVC, par exemple. Et enfin, la maximisation. Le principe est vraiment de faire un maximum de choses et d'être hyper efficace et efficient. Comme tout a été anticipé auparavant, on va très vite pouvoir développer à la volée des dizaines d'assets. Et pour nous, au-delà de ça, il y a 3 grandes manières aujourd'hui de faire des Content Factory. La version, on va dire, la plus simple, c'est directement avec une équipe de l'agence en régie chez les annonceurs. Deuxième possibilité, à l'agence, avec une équipe, chef de projet, directeur artistique, concepteur, rédacteur, motion, etc. et autres prestats, type photographe, réal. Ou encore de passer par une structure de production totalement externe, ce qui, par exemple, dans le réseau Wunderman Thompson, va permettre à nos annonceurs de tabler sur des centres d'expertise que nous avons à travers le monde. Tout dépend évidemment de vos besoins, des volumes, de vos budgets. Et ensuite, notre job chez Wunderman Thompson France, c'est de vous apporter la réponse, on va dire, la plus sur mesure possible pour répondre à ces besoins. On a même un peu d'hybridation. On a certaines équipes qui finalement sont en Content Factory chez nos clients, mais reviennent évidemment profiter de l'agence, donc des métiers de l'agence, parler avec leurs pairs pour pouvoir échanger sur les manières de travailler. Et puis, évidemment, on est capable aussi de mixer l'approche qui est un travail à la fois sur site, des Content Factories intégrés, tout en pouvant capitaliser sur de l'offshore lorsqu'il va s'agir de déployer un nombre très, très important et à l'international de contenus qu'on va devoir traduire, qu'on va devoir localiser. Donc, on est amené à travailler aussi de manière hybride sur ces écosystèmes. Voilà. Alors, je commence à avoir beaucoup de questions sur les Content Factories. Une question notamment de Géraldine qui se demande si, en fait, Content Factory est la tendance de faire mieux mais moins avec le slow content. Est-ce que ces 2 approches sont compatibles? Alors, oui, pour moi, tout à fait. C'est complètement compatible. Le slow content, ça veut parfois dire qu'on va vouloir moins produire de manière séquentielle, c'est-à-dire on n'est pas obligé de prendre la parole toutes les semaines si on n'a rien à dire. La Content Factory, c'est une méthodologie, comme le disait Julien. C'est une capacité, déjà, à bien synchroniser la production de ces assets, par exemple, avec une TVC, et donc à réfléchir multi-contenu dès le départ d'une production TV, par exemple. Mais c'est aussi vouloir donner de la réactivité. Et donc, une Content Factory, c'est la capacité aussi à produire en flux et en fil rouge un certain nombre d'assets avec des équipes qui ont pu préparer en amont tous les formats, tous les éléments créatifs pour gagner en réactivité. Donc, les 2 ne sont pas du tout incompatibles. Et aussi une question de Camille qui se demande si c'est possible, en tout cas pour une petite marque, et notamment qui a des difficultés à créer beaucoup de contenu pour des questions budgétaires. Pour le coup, à l'agence, on accompagne vraiment des marques avec des dimensions et des budgets, des besoins très différents, dans des secteurs très différents. Et là, moi, la réponse que j'ai envie de dire, c'est oui, c'est possible. On va avoir tout un tas entre guillemets, de curseurs qu'on va pouvoir activer sur aussi bien des idées de volume, de coût,
de level aussi, et on va dimensionner des équipes en interne en fonction. On va aller chercher des prestataires avec qui on travaille, qui ont plus ou moins d'amplitude dans ce qu'ils peuvent proposer. Et du coup, pour des petites marques, il est possible de faire des petites content factory, mais avec des grands résultats. Ouais, exactement. C'est un peu ça, ce serait notre challenge en tout cas. Et pour le coup, on couple tout souvent quand on en discute, et c'est l'objet des prochains slides, Content Factories et l'approche contenu liquide. Je pense que ça peut répondre aussi à votre question. C'est l'enjeu des exemples pour le coup qu'on va vous donner. Alors, juste une dernière question sur les Content Factory, et après on passe justement au contenu liquide. Est-ce qu'il y a des types de marques qui sont plus ou moins concernées par les Content Factory? Pour le coup, non, il n'y a pas de type de marque. En fait, toutes les marques doivent travailler en Content Factories si elles veulent faire face au Big Bang des contenus. On pourrait imaginer que c'est quelque chose qui est peut-être dans la tête de certaines personnes très lié à la mode, la cosméto, etc., ou à l'habillement. Mais en fait, à l'agence, on est même sur un exemple on est sur des exemples vraiment aux opposés. Ouais. Comme le disait Anthony, on accompagne des grands groupes avec des contenus à produire, qui sont très B2B, très corporate, etc. Et en fait, là, ce dont on parle aujourd'hui, ce sont des méthodologies de travail, et on est vraiment, qu'on soit dans le secteur automobile ou dans l'alimentation, on est vraiment sur des outils qui fonctionnent parce qu'ils sont super élastiques, super souples, et qu'on les a déjà pas mal testés et qu'on sait que ça répond vraiment à des demandes très diverses. Tout à fait. Alors, je me permets une dernière question. Je sais que j'avais dit que c'était la dernière, mais voilà, ça va être la quatrième. Et une question de Julia qui se demande comment est-ce qu'on gère les processus de validation chez l'annonceur quand il y a beaucoup de contenu produit notamment par la Content Factories et qu'on a besoin de réactivité. Il y a deux choses, ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est d'abord quelqu'un qui est en charge de la ligne éditoriale. Déjà, c'est un premier élément, puisque si on met une personne en charge de la ligne éditoriale, ça permet de donner un cadre à ce qu'on va produire. Si en plus derrière, un filtre, si vous mettez en place aussi derrière une maison des messages, on a un certain nombre d'assets qui sont en place, bien évidemment, on va limiter les erreurs. Et après, c'est de la comitologie, c'est-à-dire mettre en place des process où effectivement, on va travailler de manière active et contributive entre la marque et l'agence. On parlait d'outils de pilotage éditorial. Si l'outil de pilotage éditorial, c'est un outil type un Excel sur Google, évidemment, on a des alertes qui peuvent venir se mettre en place. On a de la validation instantanée avec les équipes, et donc on peut gagner évidemment en réactivité. Il y a une deuxième question de Julia, en fait, Souti. Quand il y a plusieurs interlocuteurs sur une seule prise de parole, l'enjeu, effectivement, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce comité éditorial où on doit être en mesure d'arbitrer les différents métiers. On est amené, effectivement, souvent à travailler avec des marques sur lesquelles on a différents départements de l'entreprise qui doivent prendre la parole sur un même canal. Déjà, on se met à la place de l'audience, on dit il ne faut pas non plus leur diffuser trop de messages. Il y a une capacité d'absorption, entre guillemets, des contenus par les audiences. Et c'est une logique d'arbitrage et de pression en fait, éditoriale qu'on va gérer ensemble. Et ça fait partie de l'arbitrage du comité édito, de se dire qu'est-ce qu'on raconte ce mois-ci. J'aurais un deuxième point à ajouter. On a tendance à penser toujours réactivité et contenu chaud. C'est bien de s'installer dans le temps long quand on fait du contenu. On a tendance à oublier ça. Et on en reparlera, mais c'est ce qui préjuge de la performance d'un contenu, c'est sa capacité à vivre dans le temps. Et je pense que ça permet aussi parfois de ne pas surréagir dans la production et dans la réactivité. Je pense qu'on peut passer au contenu liquide, messieurs. Tout à fait. Alors justement, deuxième concept, contenu liquide, qu'est-ce que c'est? Le contenu liquide, en fait, il s'agit d'un concept de prod qui va répondre à pas mal des problématiques qui viennent d'être soulevées, pas mal des questions auxquelles on a répondu. Il s'agit en fait de partir d'un format master qu'on appellera aussi hero content, parfois le contenu héros, et qui porte bien son nom. C'est une vidéo, une infographie, un livre blanc qu'on va découper, décliner pour produire tout un tas de contenus qui vont ensuite irriguer tous vos touchpoints. Ici, en fait, moi, je vous ai mis un exemple d'une vidéo qu'on a produite pour le groupe Pierre Fabre, l'acné pendant la grossesse. Et en fait, parce que cette vidéo elle a été conçue d'une certaine manière pour justement devenir liquide, elle va facilement devenir d'autres contenus. Alors ici, on va faire une espèce de mapping de toutes les vies possibles de cette vidéo, de notre hero content qui va devenir à un moment
effectivement, un élément un peu central dans un email, le message ou les messages développés dans la vidéo, on pourra les retrouver dans du SMS, dans de la notification. Cette vidéo, ça peut devenir un contenu qu'on va retrouver sur une page d'article. On va pouvoir aussi, évidemment, la découper en petits morceaux pour en faire des posts, des reels, des stories, etc., etc. C'est assez incroyable le nombre, en fait, de vies que peuvent avoir les contenus et la manière dont on peut, justement, les démultiplier. Alors, on vous a mis un autre exemple ici pour un autre client qu'on accompagne, donc c'est la compagnie Total Energy. Vous avez au cœur un petit peu de la slide une grande infographie sur le gaz naturel pour véhicules. Une fois que cette infographie elle a été briefée, produite, validée, elle est découpée en fait en posts, en illustrations pour des pages de site. Elle va être également découpée en petits morceaux pour venir sur de l'email, de la newsletter. Et derrière, on pourrait imaginer encore bien d'autres utilisations. Et ça, c'est un espèce de travail intellectuel et un travail de prod qu'on fait, c'est-à-dire que l'infographie, comme la vidéo que je vous ai montrée précédemment, tout ça, c'est conçu avec déjà l'idée que ça aura plusieurs vies et que ça doit pouvoir être décliné. Dernier exemple, j'ai pris un sujet plus complexe et un support un peu plus complexe. C'est un travail qu'on a fait pour British American Tobacco, un livre blanc sur les mythes du quotidien, qui a effectivement un PDF à la base d'une trentaine d'articles qui nous a permis, par effet comme ça liquide, de créer en fait une vingtaine d'infographies, des dizaines d'illustrations et des éléments vidéo en motion qu'on peut ensuite utiliser sur les réseaux sociaux ou par ailleurs. On a voulu vous résumer aujourd'hui un petit peu le process classique pour optimiser justement votre création de contenu avec l'équipe Content Social un petit peu comme elle est staffée à l'agence. Tout effectivement commence par notre format master avec un temps moyen entre le brief et la validation de, on va dire, 5 à 8 jours quand on se parle d'infographie vidéo, un peu plus long pour le livre blanc pour être honnête si vous connaissez un peu le sujet du livre blanc. Et ensuite, les déclinaisons liquides, on va pouvoir, à partir d'un format master, produire entre une quinzaine et une trentaine d'assets assez facilement sur 2 à 5 jours en sollicitant effectivement d'autres profils à l'agence type WebD, type Motion, que j'ai évidemment dans l'équipe avec laquelle je travaille. Et on va effectivement ensemble travailler sur l'adaptation, les mises au format, puis la mise à disposition pour diffusion et publication avec un effet de transformation où on part d'un content master et on peut espérer une cinquantaine de publications ou plus. Alors, j'ai une question de Paloma qui se demandait si produire autant de contenu, en parlant beaucoup de quantité de contenu, est-ce que ça n'a pas un impact sur la qualité ? Alors justement, on est dans le groupe Wunderman Thompson. Il y a un des piliers fondateurs qui est l'excellence créative et typiquement ma responsabilité à l'agence. C'est que cette excellence créative, on la retrouve aussi dans tous les contenus qu'on produit et que justement, cette production en quantité, elle ne se fasse pas au détriment de la qualité. Et c'est pour cela qu'on veille, notamment avec les principes de contenu liquide, à faire la vidéo la plus quali possible au départ, parce qu'on sait également qu'elle va vivre de plein de manières différentes. L'infographie Total Energy, on va particulièrement la soigner, parce qu'on sait que derrière, c'est un petit peu le point de départ d'une création de plein de contenus. Donc justement, le gros effort de qualité, on sait à quel moment il faut le faire. Il faut le faire au moment du brief, il faut le faire au moment de la conception, de la rédaction et du design des éléments. Et derrière, justement, en fait, on hérite de ce qu'on a produit. Et si on a produit des choses de qualité, on va, par effet de cascade, un petit peu, produire plein d'assets qui auront eux-mêmes cette qualité-là. Il faut être vigilant. Est-ce que j'enchaîne? Oui. Ok. Petite slide pour aussi aller dans le sens du contenu liquide, mais pour aller avec un peu plus loin. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, nous, la philosophie qu'on a à l'agence, c'est de dire que le contenu, en fait, il a plus d'une vie et qu'en fait, il ne faut surtout pas hésiter à le répéter, le remixer et le recycler. Et là aussi, si on a fait du contenu de qualité, on est très à l'aise pour justement le rejouer plusieurs fois, le mélanger les contenus entre eux, etc., parce qu'effectivement, qui dit beaucoup de points de contact, dit beaucoup de contenu à créer, mais on ne va pas pouvoir créer des contenus uniques systématiquement. Donc, on va jouer un petit peu avec toute cette idée de pas de one-shot. Le contenu qu'on a publié une fois et qui est vu par très peu, typiquement, pour nous, c'est vraiment du gaspillage. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter à répéter ces contenus en les remixant, en les recyclant. Comment on peut faire?
Concrètement, on peut changer le timing des contenus, on peut les assembler les uns avec les autres, on peut les découper, on peut changer leur nature typiquement en faisant d'un contenu vidéo un contenu audio, parce qu'on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de natures de contenus différentes. On va pouvoir aussi, à partir d'une matière visuelle, changer l'angle éditorial pour que le message soit complètement différent. Et puis, on va aussi pouvoir changer leur position, par exemple, sur un site, et puis voir comment ils peuvent être donnés, entre guillemets, à consommer à des audiences de manière différente. C'est un peu une approche RSE au contenu, en fait. J'entends. Moi, je veux pas dire, pas dire ça comme ça. J'aurais peur de me prendre les foudres. Mais il y a quand même un état d'esprit un petit peu d'éco-conception. Moi, je suis quand même inspiré, par exemple, par le secteur de la construction, qui s'est totalement réinventé ces dernières années. On a la chance d'accompagner un acteur comme Saint-Gobain qui est très, qui moi m'a appris un petit peu aussi tous les efforts qui sont faits par des grands groupes pour se réinventer. Et l'éco-conception, c'est aussi une manière d'imaginer ces contenus pour qu'ils puissent avoir plusieurs vies, pour que leur impact, entre guillemets, il soit un peu plus light. Et puis, évidemment, sans effectivement faire une croix sur la qualité, se dire que aujourd'hui, quand je fais de la conception, je pense à assez long terme, avec déjà en tête que tout ce que je vais pouvoir proposer à mes annonceurs, ce sont des choses qui vont être assez souples et qui vont pouvoir justement répondre à leurs problématiques qui sont de communiquer auprès de plein de personnes différentes sur plein de touchpoints différents. On a une question de Julien qui se demande si les contenus liquides permettent de faire de l'optimisation budgétaire. Alors, c'est vraiment le but. Moi, c'est vrai qu'en tant que directeur de création, le sujet finance, complètement ce dont je parle tous les jours. Et pourtant, voilà, c'est bien c'est bien le nerf de la guerre. Oui, ça a été notamment créé pour ça. C'est-à-dire qu'on avait, le principe, c'est simple. C'est plutôt que de travailler, comme disait Anthony, je vais reprendre son exemple, plutôt que d'avoir le département, on va dire le site qui fait ses infographies, ses articles, ses illustrations, ses vidéos, le social qui à côté produit également ces différents assets, le CRM qui produit également des assets différents qui en plus ont le défaut d'être en doublon, de ne pas être cohérent. Là, l'idée du contenu liquide, c'est d'avoir rassemblé, d'avoir désiloté, d'avoir rassemblé les différentes personnes qu'on accompagne autour notamment d'un événement type comité éditorial, autour d'un document type stratégie édito, maison des messages, et puis justement de produire des choses qui vont avoir de l'utilité pour tout le monde. Et ensuite, c'est à nous aussi d'accompagner les annonceurs pour que justement on orchestre, entre guillemets, pour qu'on mette en place les bonnes méthodes de travail. Et en général, ça se passe bien. Mais vraiment, oui, le contenu liquide, il répond aussi au consommateur, à l'audience, parce que finalement, il consomme la marque là où il a envie. Et c'est là où on dit que le contenu liquide est une réponse finalement à cette volonté des consommateurs de médias flânés, d'aller d'un média à l'autre pour consommer la marque. On a une dernière partie sur la performance maintenant. Oui, on ne peut pas parler de stratégie de contenu en 2023 sans parler de performance. On a un élément qui revient souvent, c'est lorsqu'on publie un contenu, la marque a la tendance à l'oublier, parfois l'agence aussi, et ça, c'est un vrai élément. C'est de se dire que comment on peut savoir qu'un contenu, il doit vivre dans le temps. Comment on peut éviter qu'il se perde au fond d'un site. Comment est-ce qu'on peut le réutiliser? C'est ce qu'évoquait Julien à l'instant. Comment est-ce qu'on peut penser une publication pour qu'il y ait plusieurs vies à un contenu? Comment est-ce qu'on peut le remixer, le réutiliser pour parler à d'autres audiences? Et finalement, l'enjeu de cette mesure de la performance, c'est de se dire quels sont les contenus, les sujets, j'ai envie de dire les sujets qui plaisent, les formats qui plaisent, qu'est-ce qui accroche l'attention de mes audiences et de mes consommateurs. Et ça me permet derrière, moi, soit de décliner un format, soit de le réutiliser plusieurs fois, soit de me rendre compte qu'un sujet a une certaine appétence parmi ma communauté. Et donc, je vais creuser ce sujet sous forme de sujet et de sous-sujet. Donc, c'est là l'enjeu de la performance. Alors, comment est-ce qu'on peut l'adresser, la performance? 3 choses simples. Taxonomie, scoring, dashboard. Si on parle de taxonomie, c'est très, très simple. C'est en gros, à chaque contenu, on va lui donner finalement un certain nombre d'attributs.
Est-ce que ce contenu, c'est un contenu de marque? Est-ce que c'est un contenu influenceur? Est-ce que c'est un contenu conso? On ne parle pas assez de l'UGC, hein, mais en gros, un consommateur a parfois la meilleure réponse pour vos audiences. Hein. On voit beaucoup de personnes qui créent des contenus, des tutos hein, sur YouTube en préemptant les marques, hein, une machine à laver, un outil, etc. Donc, d'où vient mon contenu? Ça, c'est le premier élément. Très, très important. Une fois que je sais d'où vient mon contenu, quel est son format? Est-ce qu'il est natif? Est-ce qu'il est avancé, basique? Est-ce que c'est de l'audio? Est-ce que c'est un format interactif? Comme le disait tout à l'heure Julien, donc comment on le caractérise, ce contenu, d'un point de vue format? Très important. Troisième point, où est-ce que je le place dans ma stratégie éditoriale? Évidemment, quand ce contenu est là, le contenu il est souvent associé à un sujet, et donc il est associé forcément à un rendez-vous qu'on a créé. Hein. Ça peut être le fameux, les 5 clés pour, les 5 tips, etc. Donc, où est-ce qu'on positionne ce contenu? Et surtout, à quelle arche éditoriale il appartient par rapport à la marque. Donc, on le caractérise. Et puis, enfin, ce contenu, quand on l'a créé, qu'il est caractérisé, il s'adressait à qui? À quel persona? À quel segment conso lorsque j'ai voulu le créer? Et une fois qu'on a ces métadonnées sur ce contenu, qui sont assez simples hein, dans une base de données, on va le positionner. On va dire, est-ce que c'est un contenu paid? Est-ce que c'est un contenu earned? Est-ce que c'est un contenu owned? Premièrement. Et ce contenu, il me sert à quoi dans mon funnel? Parce qu'on pense toujours quand même funnel. Est-ce que c'est un contenu qui me permet de travailler à la considération de ma marque? Est-ce que c'est un contenu qui me permet de faire le passage au paiement, à passer à l'acte? Est-ce que c'est un contenu d'advocacy, par exemple hein? Ça peut être un témoignage client sur un post-achat. Et donc, l'enjeu, c'est de se dire, chaque contenu, je dois être capable de répondre à ces 4 questions très simples. D'où il vient? Quel est son format? Où est-ce qu'il se positionne dans ma stratégie éditoriale? Et il a été au départ produit pour quelle audience? Et je dois être à même, dans une matrice assez simple, dans un funnel en fait, de relations clients, de le positionner. Ah, c'est un contenu, il a permis de travailler la considération de ma marque. Très bien. Et peut-être que demain, quand on le reformatera, ce contenu il nous servira à un autre endroit, évidemment. Mais on doit être capable de faire un mapping des contenus. La plupart du temps, les gens, quand on consomme un contenu, on leur dit ouais, ce contenu, il était pour quelle cible? Je ne sais pas. Ce contenu, il avait quel format au départ? Je ne sais pas. Où est-ce que tu places dans ta stratégie éditoriale? Je ne sais pas. Et sur le funnel, je ne sais pas. Donc ça, c'est plus possible parce qu'on parlait de contraintes budgétaires, d'optimisation budgétaire. Maintenant, quand on crée un contenu, on doit être capable de savoir combien il nous coûte, mais on doit aussi être capable de savoir combien il nous rapporte et sa fréquence d'usage. C'est le deuxième enjeu, cette notion de scoring. C'est un peu barbare, mais en gros, on a tous des notes hein, dans nos vies, hein, au bureau, quand on était enfant. De la même manière qu'on a tous eu des notes, il faut noter aussi vos contenus. Alors, c'est un truc tout bête. Hein. Un contenu qui vous permet qui a une grande part d'audience, il n'a pas la même note sur 5 que le contenu qui a 0 audience sur votre site, par exemple. Un contenu vidéo qui est lu ou est vu jusqu'à la fin, il n'a pas la même note sur 5 qu'un contenu sur lequel les gens décrochent au bout de 7 secondes. Un contenu qui a ramené plein de leads, 100 leads, il n'a pas la même note sur 5 qu'un contenu qui a ramené 0 lead. Et puis, pareil, un contenu qui est très partagé ou sur lequel il y a beaucoup de commentaires positifs, par exemple, il ne doit pas avoir la même note sur 5 qu'un contenu qui a généré 0 commentaire. Et en fait, c'est un exercice que l'on doit faire pour se dire, et ça se dessine à façon, en workshop avec nous, hein, de se dire quels sont finalement les KPI marketing que je veux attribuer à mes contenus, qu'est-ce que je veux mesurer. Et ça nous permet, sur le temps long, de se rendre compte parfois que la recette qui était en page 4 de votre site internet, c'est la recette qui est la plus partagée, qui est la recette qui est la plus commentée peut-être et qui serait peut-être temps de la réutiliser et de la mettre à l'honneur de votre newsletter ou de la mettre à l'honneur dans votre Reels ou dans vos stories. Ça nous permet finalement de donner et de quantifier finalement le poids et le potentiel de chacun de nos contenus. Juste une question de Yann qui se demande qu'entendez-vous par le score de part? Donc le score d'audience, j'imagine. Ma part d'audience, ça peut être en gros ce contenu représente 5% du trafic de mon site web. Et quand on fait 5% du trafic de mon site internet, on a droit à une note de 5 sur 10, par exemple. Si vous faites 20%, c'est des tranches, hein,
du trafic sur le site Internet, bah là, vous avez plus 5 sur 10, vous avez 7 sur 10. C'est juste une matrice à mettre en place où on donne des objectifs à nos contenus. Entre 0 part d'audience et 10% de part d'audience, on a 1 point. Entre 10% de part d'audience et 20% de part d'audience, on a 2 points. C'est juste une matrice à créer, en fait. C'est à façon, ça se dessine avec nous, hein. Il n'y a pas de matrice existante. C'est l'entreprise Red Hat qui a commencé à travailler comme ça sur ses contenus en 2017 et qui s'est dit, nous, on a créé notre propre scoring de contenu, on a fait notre propre pilotage du poids et de la valorisation de nos contenus et on est parti de nos KPI. Vous pouvez très bien nous dire, moi, je n'ai pas de score de conversion, je ne fais pas d'e-commerce, je ne vends pas. Par contre, j'ai besoin d'avoir des scores d'engagement et des scores de part d'audience très forts. Donc, ce sera vos 2 KPI de départ. Il y a plein de questions. Qu'est-ce qu'on va sur le 3e? Je peux juste aller rapidement sur le 3e point. Évidemment, quand on commence à processer la performance des contenus, à la fois avec la taxonomie et puis cette logique de scoring, il faut derrière pouvoir construire des dashboards. Alors, des dashboards sur lesquels on va essayer d'éviter le trop-plein de KPI. Des KPI, il y en a plein qui existent. L'idée, c'est d'avoir des KPI que vous pouvez piloter. C'est aussi des dashboards qui peuvent être différents d'une équipe à l'autre, parce que parfois, certaines équipes ont juste besoin de pouvoir lire une information, d'autres ont besoin de pouvoir jouer avec les données. Et puis, enfin, l'enjeu surtout, c'est de passer plus de temps à analyser qu'à construire et à récolter, à reconsolider les informations et les données. C'est pour ça que nous, on préconise chez tous nos clients la mise en place de dashboards. Ça peut être fait avec des outils très simples comme un Data Studio, mais l'enjeu, évidemment, c'est de réconcilier les informations de manière automatique. Un exemple tout bête, pouvoir distinguer la performance d'un contenu, d'un post, quand il est sponsorisé ou non sponsorisé, voir s'il y a eu un impact ou pas, de manière simple et sans passer trop de temps à réconcilier les informations. Alors, la question de Sandra, qui est sur comment est-ce qu'on traque des assets print. Parce que là, on parle pas mal de digital. Alors, évidemment, c'est très digital. Souvent, quand on ne peut pas avoir la donnée en temps réel ou la donnée digitale, vous pouvez quand même derrière avoir un certain nombre d'informations qui vous sont remontées sur la distribution, par exemple, de votre contenu. Si on parle d'une publicité, on a une distribution du magazine et on va avoir un potentiel de pages vues. Et donc, ça peut vous donner un scoring sur la distribution ou l'appétence. Après, on peut aussi rendre le print interactif. Ça peut être aussi un élément tout bête. Est-ce que mon audience a interagi suite à la publication de mon print avec, par exemple, un QR code? Je n'aurais pas dit ça il y a 5 ans, mais bon, maintenant, c'est rentré dans les usages. Hein. Mais voilà, est-ce que les gens ont été sur mon URL, peut-être en la taguant, cette URL, hein, en créant une URL dédiée au print pour mesurer l'impact, effectivement. Je vois qu'il y a pas mal de... Anthony, j'ai noté 2-3 questions encore qu'on pourra voir après la conclusion. Oui, carrément. En conclusion, juste, c'est un peu là. En finale, hein, on parle content et social avec Julien, on est passionné de ça. Hein. Content et social, c'est une expertise française, mais aussi internationale, hein, de Wunderman Thompson. On est partenaire d'un grand nombre de marques dans le monde. C'est surtout une équipe dédiée de 35 personnes à Levallois. C'est une approche content that matters, on y tient, où on met à la fois la stratégie éditoriale, la créa, la data, qui est très importante, qui est au cœur de nos processus de décision, la tech et la production éditoriale. Évidemment, puisqu'on pense que pour être plus intéressant qu'intéressé, il faut pouvoir écouter ses audiences, il faut pouvoir en tirer un certain nombre d'insights et d'informations pour créer des contenus toujours plus intéressants et toujours dans cette logique pour nous, finalement, d'industrialisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire industrialisation au sens de l'organisation d'une marque, c'est-à-dire réunir les différents métiers, et puis industrialisation au sens master content, liquid content, pour une meilleure performance de la production des assets. Alors, comment on peut vous accompagner? Je le dis, hein, Stratédito, évidemment, hein, traduction de la plateforme de marque en piliers éditoriaux, design et production de contenu, évidemment, mesure de la performance obligatoire, innovation. Wunderman Thompson est partenaire au niveau monde de TikTok, de Snap. On travaille sur un grand nombre de sujets aussi dans le métaverse,
Donc, on est capable de vous emmener sur des nouveaux points de contact. Audit, parce que c'est important de pouvoir faire un audit de performance des contenus existants. Julien le disait, on n'est pas là que pour créer, on est là aussi parfois pour utiliser la matière existante et la reformater. Et puis, évidemment, il ne faut pas l'oublier, toute la logique de content commerce. Quand on parle contenu en 2023, c'est aussi du contenu sur les plateformes e-commerce, sur les marketplaces. Et c'est un vrai enjeu à la fois en local et à l'international que de pouvoir nourrir ces plateformes avec des contenus qui soient aussi, eux, consistants. Donc, un réseau global de plus de 3000 experts sur tout ce qui est contenu, production de contenu dans le monde, notamment dans les logiques de localisation. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant on va créer des contenus en France. Demain, comment est-ce qu'on est capable d'avoir ces contenus en langue espagnole, en langue anglaise, allemande, un peu partout dans le monde. On a cette logique de hub et d'organisation. Et ça, c'est nous. Et ça, c'est nous. Ouais. C'est la photo. On est ravis de pouvoir prendre vos questions dès à présent. J'en profite au passage pour remercier notre partenaire technique, Livestorm, pour ce webinaire. Au niveau des questions, j'avais noté une question de Frédéric qui était plus loin dans le webinaire, qui était sur l'UGC. Comment est-ce que ça s'intègre dans ces stratégies? Ça en fait pleinement partie hein, quand on parle écosystème. User Generated Content. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme. Nous, on croit aux écosystèmes ouverts avec Julien. Donc, quand on parle de talent, le talent, ça peut être un créateur indépendant, ça peut être quelqu'un qui est très fort sur une plateforme, hein, qui est un spécialiste de son contenu, et ça peut être aussi un consommateur ambassadeur, ça peut être un consommateur lambda, et on y croit clairement. Comme le disait Anthony, on est tous devenus des créateurs d'une certaine manière de contenu. Et donc, dans la maison des messages que je vous présentais tout à l'heure, on n'a aucune porte fermée. Je reste dans la métaphore de la maison, mais quand on parle de contenu, ça peut être aussi bien de l'UGC que du contenu réalisé avec des influenceurs, que des contenus qu'on fabrique avec la marque. Hein. C'est vraiment, ça prend évidemment ça en compte. Donc, c'est un élément très important. Une autre question de Claire, est-ce que vous aviez un exemple, une matrice de dashboard à partager? Alors, les dashboards, c'est ceux de nos clients, malheureusement. Donc, on peut difficilement partager la performance des contenus de nos clients qui sont sous contrat avec nous. Par contre, on peut échanger avec elle avec grand plaisir pour lui montrer comment on construit ces dashboards. On a un département data qui est dédié à ces sujets à l'agence. Hein, voilà, il ne faut pas avoir ça comme quelque chose de complexe, en tout cas. Il faut désacraliser. Il y a plein d'outils très faciles à utiliser, mais pour nous, on voit ça comme un gain de temps déjà. Passer des heures à réconcilier les données pour les copier-coller dans un PowerPoint, ce n'est pas nos métiers à tous autour de la table ici. Et notre enjeu est plutôt d'analyser, donc c'est vraiment pas compliqué. Ça ne doit pas être un frein. Une question très intéressante de Nizar qui était si on a une stratégie où derrière l'idée c'est de vendre des produits qui ont un panier moyen en centaines de milliers d'euros, qui sont peu susceptibles d'être commandés directement suite à la découverte d'un contenu. Comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'il faut se concentrer sur l'awareness et derrière créer du lead et laisser les commerciaux faire, ou est-ce qu'il y a une autre approche à avoir? Je dirais que le point de départ, quelle que soit la marque, c'est ce qu'elle raconte. C'est l'image, la slide de tout à l'heure sur storytelling. Peu importe le montant. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, les marques qui vendent des objets relativement chers ont souvent un storytelling très, très, très poussé, très léché. Et effectivement, après, est-ce que le contenu est là pour générer du lead? Le contenu, il est là. L'histoire, elle est là pour répondre à l'ensemble de vos leviers marketing. Donc, nous, on positionne le contenu sur l'ensemble du funnel marketing, que ce soit tant pour travailler le awareness que pour travailler l'advocacy. Donc, on n'oppose pas le fait d'avoir une bonne stratégie éditoriale en 2023 pour sa marque au prix du produit et au positionnement sur la chaîne de valeur, sur le funnel consommateur. Donc, oui, et j'ai envie de dire que c'est d'autant plus important d'avoir un bon storytelling qu'on est sur un produit cher. Bien, une question d'Alem qui était sur comment intégrer l'influence marketing. Alors, on n'oppose pas les sources de contenu. Donc, l'influence marketing fait partie des gens qui peuvent construire et coproduire des contenus.
si on avait 2 piliers, en tout cas sur l'influence, on croit à l'influence du long terme, c'est-à-dire de la collaboration avec les marques, je pense, parce qu'on parlait d'authenticité au début du webinaire. Et donc, tu as la coproduction, collaboration, long terme, et effectivement, le contenu d'influence, quel qu'il soit, parce qu'on parle aussi que l'employé advocacy, c'est aussi une forme de contenu d'influence. Hein. C'est l'employé qui va représenter son entreprise sur des réseaux professionnels, fait aussi partie des sources de contenu, en fait, effectivement. Alors, il est midi. J'imagine que les alertes agenda vont sonner pour tout le monde, ou alors ça va être juste l'appel du déjeuner. Donc, je vous propose de terminer cette masterclass. Je vois qu'il y a encore d'autres questions. Vous allez tous recevoir le replay par email. Et en tout cas, vous pouvez noter dès maintenant les emails d'Anthony et de Julien si vous voulez continuer la conversation en privé. Merci, Xuan, et merci à tous pour cet échange aujourd'hui. On se tient à votre écoute. Merci à tous. Merci Julien, merci Anthony, merci Wonderman Thompson et merci Livestorm. À bientôt pour une prochaine masterclass. En tout cas, ça devrait être en 2023 sur la réclame. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.